Lors d'une séance d'hypnose destinée à soigner une insomnie tenace, Antoine Dubois, PDG millionnaire, a entrevu quelque chose d'impossible. Pas une simple vie antérieure. Non, il s'est vu mourir en 1025 et il a vu qui tenait sa main alors qu'il se vidait de son sang. C'était Léa Moreau, la femme qu'il avait embauchée comme employée de maison 3 semaines auparavant. Lorsqu'il s'est réveillé, il a pleuré pour la première fois en 15 ans. Mais, pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, comment un homme qui n'a jamais cru en rien d'autre que les chiffres et les contrats a fini par pleurer dans un cabinet d'hypnose à cause d'une simple employée, il nous faut remonter au début. Antoine Dubois avait 38 ans lorsque tout a commencé, PDG de Dubois Technologies, une entreprise de logiciels évaluée à 200 millions d'euros, un hôtel particulier à Neuilly-sur-Seine, 3 voitures de sport italiennes, des montres suisses valant une fortune, tout ce que l'argent peut acheter, sauf une nuit de sommeil paisible. Depuis 15 ans, Antoine ne dormait plus correctement. Des cauchemars, toujours les mêmes. Des images confuses de châteaux, d'épées, de sang, une femme mourant dans ses bras. Il criait, mais ne parvenait pas à la sauver. Il se réveillait en sueur, le cœur battant à tout rompre, à 3 heures du matin. Chaque nuit, 15 ans, 5475 nuits d'épouvante. Les médecins ont diagnostiqué un simple stress. Les psychiatres ont prescrit des médicaments. Rien n'y faisait. Antoine a fini par accepter l'insomnie comme une fatalité, une composante à part entière de sa vie. Il a travaillé davantage, dormi moins et construit un véritable empire sur les fondations fragiles de ses nuits blanches. Jusqu'à ce que, 3 semaines avant la fameuse séance d'hypnose, quelque chose change. Rien de spectaculaire, juste un détail, presque imperceptible. Mais qui, en réalité, a tout bouleversé. Il avait besoin d'une nouvelle employée de maison. La précédente avait démissionné. L'agence avait envoyé plusieurs candidates. Antoine ne les regardait même pas. Son assistant se chargeait de la sélection. Mais ce jour-là, un jour de pluie torrentielle en septembre, l'agence a téléphoné. La candidate sélectionnée était souffrante. Ils enverraient quelqu'un d'autre, une jeune femme désespérée de trouver un emploi. Il demandait juste qu'il lui donne sa chance. Antoine n'a pas vraiment prêté attention. Il s'est contenté de dire oui. Il était absorbé par une fusion d'entreprises, avec des problèmes bien réels à résoudre. Une employée, c'était un simple détail. Léa Moreau est arrivée à l'hôtel particulier, complètement trempée. La pluie avait transpercé son unique manteau. Elle tremblait, pas seulement de froid, mais aussi de peur. La peur de perdre cette chance. Elle avait besoin de ce travail. Elle en avait un besoin désespéré. Avez-vous déjà ressenti cette impression que votre vie entière dépendait d'un seul instant, d'une simple décision prise par quelqu'un d'autre? C'est ce que Léa ressentait, alors qu'elle attendait, devant l'entrée de service. Antoine était dans son bureau. Lorsque son assistant l'a prévenu, la candidate est arrivée. Voulait-il qu'il s'occupe de l'entretien? Antoine allait répondre par l'affirmative, comme d'habitude. Mais il a jeté un coup d'œil par la fenêtre. Il a vu la pluie et, sans vraiment savoir pourquoi, il s'est levé. Il s'en chargerait lui-même. Son assistant a été surpris. Le patron n'interviewait jamais les employés de maison. Mais il n'a rien dit. Antoine est descendu, a traversé le couloir aux murs couverts de tableaux de maître et a ouvert la porte. Et c'est à cet instant précis que tout a commencé. Léa était là, debout, ruisselante, tenant un CV humide entre les mains. 29 ans, un visage fatigué, mais malgré tout, beau, des yeux marron profonds, des cheveux noirs relevés en un simple chignon, un uniforme d'employé bleu marine déjà usé par le temps. Lorsque leurs regards se sont croisés, Antoine a ressenti une sensation qu'il était incapable de nommer. Un frisson, une impression de déjà-vu si intense qu'il a dû s'agripper à la poignée de la porte pour ne pas vaciller. Léa a ressenti la même chose. Ses mains se sont mises à trembler, son CV est tombé sur le sol.
Elle s'est baissée précipitamment pour le ramasser. « Excusez-moi. Monsieur, je suis nerveuse. » Antoine n'a pas répondu. Il en était incapable. Il la regardait, comme s'il la connaissait déjà. Mais c'était impossible. Il n'avait jamais vu cette femme auparavant. Ou bien, si, « Entrez », a-t-il fini par dire, d'une voix plus douce qu'il ne l'aurait voulu. Léa est entrée, laissant des traces mouillées sur le carrelage. Elle s'est excusée de nouveau. Antoine lui a dit que ce n'était rien, mais il ne parvenait pas à cesser de la regarder. Il y avait quelque chose chez elle, quelque chose de familier, quelque chose qu'il ne parvenait pas à identifier, mais qui l'affectait d'une manière troublante. L'entretien a été étrange. Antoine a posé des questions banales. Expérience, référence, disponibilité. Léa a répondu d'une voix basse, polie. « Oui, monsieur. Non, monsieur. Bien sûr, monsieur. » Mais il se passait quelque chose d'autre. Une tension palpable dans l'air, une connexion invisible. À chaque fois que leurs regards se croisaient, ils ressentaient tous les deux une sorte d'électricité, une reconnaissance mutuelle, comme s'ils s'étaient déjà connus. Antoine l'a embauché sur le champ, sans vérifier ses références, sans hésiter. Il s'est contenté de dire « Vous commencez demain, 8 heures ». Léa a failli fondre en larmes. « Merci, monsieur. Merci. Vous ne le regretterez pas. » Elle est partie. Antoine est resté dans la pièce vide et, pour la première fois en 15 ans, il a ressenti quelque chose de différent. Il ne savait pas ce que c'était, mais il l'a ressenti. Cette nuit-là, Antoine a fait le même cauchemar. Comme toujours, un château, des épées, du sang, une femme mourant dans ses bras. Mais cette fois, lorsqu'il a regardé le visage de la femme, il a vu clairement, pour la première fois en 15 ans. C'était Léa. Il s'est réveillé en hurlant. 3 heures du matin, le cœur battant à tout rompre. Mais cette fois, ce n'était pas uniquement de la peur, c'était aussi de la confusion. Pourquoi rêvait-il d'une femme qu'il venait à peine de rencontrer? Coïncidence, s'est-il dit, une simple coïncidence. Elle était présente dans son esprit, parce qu'il l'avait interviewée quelques heures auparavant, rien de plus. Mais au fond de lui, Antoine savait que ce n'était pas que ça. Il y avait quelque chose d'autre, quelque chose qu'il ne comprenait pas, quelque chose qui l'effrayait. Léa a commencé à travailler le lendemain, ponctuelle, efficace, silencieuse. Elle faisait son travail sans faire de vagues. Antoine la voyait à peine. Il travaillait dans son bureau au premier étage. Elle nettoyait le rez-de-chaussée. Leur vie ne se croisait pas, sauf lorsqu'elles se croisaient, de brefs instants aléatoires, elle lui servant un café, lui traversant le couloir, des regards furtifs, rapides. Mais à chaque fois, ils ressentaient à tous les deux ce frisson, cette connexion inexplicable. Une semaine a passé. Antoine a tenté d'ignorer, Léa également. Ils avaient tous les deux des vies compliquées. Lui avec son entreprise, elle avec ses propres problèmes. Il n'y avait pas de place pour des connexions étranges. Mais l'univers se moque de ce que vous pensez. L'univers se contente d'agir. 10 jours après l'arrivée de Léa, le premier incident s'est produit. Antoine était dans son bureau. Léa nettoyait le couloir. Elle a trébuché. Un vase en cristal est tombé et s'est brisé en 1000 morceaux. Léa s'est baissée précipitamment pour ramasser les débris. Elle s'est coupée au doigt. Du sang a coulé sur le sol en marbre. Antoine a entendu le bruit. Il est sorti de son bureau, a vu Léa accroupie, tenant sa main. Du sang coulait entre ses doigts. « Ça va ?» a-t-il demandé, en descendant les escaliers. « Oui, monsieur. Excusez-moi, je vais nettoyer. Laissez-moi voir. » Antoine s'est agenouillé à côté d'elle, a pris sa main dans la sienne, et, lorsque leurs peaux se sont touchées, ils se sont figés tous les deux. C'était comme une décharge électrique, mais pas de douleur, de reconnaissance, de quelque chose d'ancien, de quelque chose de profond, de quelque chose d'impossible. Antoine planta son regard dans celui de Léa. Elle le fixe en retour. Et pendant 3 secondes éternelles,
Tous deux ressentent comme si le temps s'était arrêté, comme s'ils étaient ailleurs, une autre époque, une autre vie. Et puis, le moment s'évanouit. Antoine lâche sa main, s'éloigne. « Excusez-moi, je vais chercher la trousse de secours. » Il monte les escaliers à toute vitesse, le cœur battant la chamade, les mains tremblantes. Qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'était-ce que ça? Léa reste plantée là, regardant sa propre main, celle qui l'a touchée. Elle en sent encore la chaleur. Elle ressent encore cette électricité et des larmes coulent sur son visage sans qu'elle comprenne pourquoi. Cette nuit-là, pour la première fois depuis 15 ans, Antoine ne fait pas de cauchemar. Il a une vision différente, plus claire, plus réelle. Il se trouve dans un château, vêtu d'une armure de cuir. Il tient une épée à la main et regarde une femme assise sur un trône. Elle porte une robe rouge brodée, une couronne d'or sur la tête, des yeux marrons profonds et sur sa nuque, bien visible car ses cheveux sont relevés. Il y a un grain de beauté, en forme de croissant de lune. La femme sur le trône, c'est Léa. Antoine se réveille. Il ne crie pas. Il reste simplement assis sur son lit, à essayer de comprendre. Ce n'était pas un cauchemar, c'était un souvenir. Mais un souvenir de quoi? De quand? Il regarde sa montre. 4 heures du matin, il se lève, va dans la salle de bain, se lave le visage, se regarde dans le miroir et dit à voix haute « Tu es en train de devenir fou ». Mais la voix dans sa tête, celle qui ne ment jamais, lui répond « Non, tu commences à te souvenir ». Les jours suivants, Antoine essaie d'éviter Léa. Il travaille plus, part tôt, rentre tard. Quand il la croise, il détourne le regard. Il ne veut pas ressentir ça de nouveau. Cette connexion, cette reconnaissance, cette folie. Mais plus il l'évite, plus il pense à elle. Et plus il y pense, plus les visions reviennent, toutes les nuits. Château, trône, femme couronnée. Et toujours, ce grain de beauté sur la nuque, en forme de croissant de lune. 3 semaines passent. Antoine est épuisé, non pas par l'insomnie, mais par la lutte intérieure. Entre la raison qui lui dit que c'est de la folie et quelque chose de plus profond qui lui dit que c'est la vérité. C'est alors que son assistant lui suggère « Patron, vous avez l'air fatigué. Avez-vous pensé à essayer l'hypnothérapie? Mon cousin en a fait pour son anxiété et ça a marché. » Antoine aurait normalement ri de ça. L'hypnose, du charlatanisme, mais il est à bout. 15 ans d'insomnie, 3 semaines de vision. Il a besoin de réponses. Très bien, prenez rendez-vous alors. L'assistant est surpris, mais il s'exécute. Docteur Ramirez, spécialiste en hypnose régressive, cabinet à Neuilly-sur-Seine. Antoine se rend à sa première séance 3 jours plus tard. Un cabinet petit, mais professionnel. Le docteur Ramirez est un homme d'une 50aine d'années. Les cheveux grisonnants, des lunettes rondes, une voix calme. Monsieur Dubois. L'hypnose régressive peut vous aider à accéder à des souvenirs refoulés, des traumatismes oubliés, des peurs inconscientes. Nous allons y aller doucement. Vous gardez le contrôle. Si vous voulez arrêter, il vous suffit de le dire, explique le docteur. Antoine acquiesce, s'assoit sur le fauteuil inclinable. Le docteur Ramirez commence. Une voix monotone. Relâchez-vous. Respirez. Fermez les yeux. 3, 2, 1. Antoine a l'impression de s'enfoncer. Ce n'est pas du sommeil, c'est autre chose. Un état de conscience modifié, comme se trouver entre 2 mondes. Maintenant, dit le docteur Ramirez, retournez à l'origine de votre insomnie. Retournez au moment où les cauchemars ont commencé. Que voyez-vous? Antoine essaie, cherche dans sa mémoire, 15 ans en arrière, mais il n'y a rien. Seulement l'obscurité. Rien, dit-il. Très bien, allons plus profond. Retournez à l'avant des cauchemars. Retournez à ce qui les a causés, retournez à la source, et c'est alors que tout change. Antoine a la sensation de tomber à travers des couches de temps, des années, des décennies, des siècles. Et puis il s'arrête et ouvre les yeux, mais ce ne sont pas ses yeux, pas son corps, pas sa vie. Il se trouve dans un château de pierre, froid, humide. Il tient une épée, porte une armure de cuir simple.
Il est soldat, garde royal. Il a 28 ans. Mais on n'est pas en 2023, nous sommes en l'an 1023. Et devant lui, assise sur un trône de bois sculpté, il y a elle, la reine, 23 ans, une robe rouge brodée, une couronne dorée, un visage magnifique, mais fatigué, des yeux marrons qu'il connaît, qu'il a toujours connus. C'est Léa. Non, murmure Antoine sur le fauteuil du cabinet. Impossible. Que voyez-vous? Demande le docteur Ramirez. Une reine, un château, 1023. 1023. Continuez. Quoi d'autre? Antoine ne veut pas, mais il ne peut pas s'arrêter. La vision continue. Il voit tout, il sent tout. Il est Antoine, soldat pauvre, illettré, mais valeureux. Il protège la reine. Il l'aime en secret. Il sait que c'est impossible. Elle est de sang royal. Il n'est rien, mais il l'aime. Il l'aime comme il n'aimera plus jamais, et elle l'aime aussi. Vision fragmentée, rencontre secrète, mains qui se touchent dans l'obscurité, baisers volés derrière des colonnes de pierre, promesses murmurées, serments échangés. Et puis, la tragédie, elle est enceinte. De lui, ils l'ont caché, mais quelqu'un l'a découvert. Un conseiller traître. Il a empoisonné la reine. Antoine la trouve mourante, se tenant le ventre, en pleurs. Dans la vision, Antoine s'agenouille à ses côtés, prend sa main. « Ma reine, non, s'il vous plaît. » Elle le regarde, touche son visage et murmure « Je te retrouverai dans chaque vie. Tu reconnaîtras ma marque. » Ici, elle touche sa nuque, le grain de beauté, en forme de croissant de lune. « Et tu seras heureux cette fois-ci, je te le jure. » Et puis, elle meurt, dans ses bras, sur le sol froid du château. Antoine hurle. Il saisit son épée, court après les assassins, en tue 3, mais il n'y en a plus. Il l'encercle. Des épées percent son corps. Il s'effondre. Le sang coule. Dernière vision avant de mourir. Le visage d'elle, le grain de beauté sur sa nuque. 15 octobre 1023. Ils meurent tous les deux le même jour. Sur le fauteuil du cabinet, Antoine se réveille, mais ne se réveille pas normalement. Il se réveille en pleurant, en sanglotant, en hurlant. Le docteur Ramirez est alarmé. « Monsieur Dubois, réveillez-vous, tout va bien. » Mais rien ne va bien, parce qu'Antoine a vu, il a senti, il s'est souvenu. Elle est réelle. La reine est réelle et elle est vivante. Maintenant, dans cette vie, elle travaille chez lui, comme employée. Léa. Antoine sort du cabinet en titubant. Le docteur Ramirez essaie de lui parler, mais il dit seulement « Il faut que j'y aille. Il faut que je réfléchisse. » Mais il rentre chez lui en pilotage automatique, l'esprit tourbillonnant. Ça ne peut pas être réel. Ça ne peut pas. La réincarnation n'existe pas. Les vies passées n'existent pas. C'est de la folie. Mais il a vu, il a senti, et quelque chose à l'intérieur de lui, quelque chose de plus profond que la raison, lui dit « C'est vrai, tu sais que c'est vrai. » Il arrive à la maison. Léa est en train de nettoyer le salon. Quand elle le voit entrer, elle lui sourit poliment. « Bonsoir, monsieur. Puis-je vous apporter quelque chose ?» Antoine la regarde, et il voit la reine, il voit la robe rouge, il voit la couronne, il voit tout. « Retournez-vous, » dit-il soudain. Léa est confuse. « Pardon ? Retournez-vous, s'il vous plaît. » Léa obéit, lentement, nerveuse. Elle lui tourna le dos. « Libère tes cheveux. Monsieur, s'il te plaît, libère-les. » Léa porta ses mains à son chignon. Elle en retira les épingles. Ses cheveux noirs tombèrent sur ses épaules, et là, sur sa nuque, bien visible, c'était là, lunaire, en forme de croissant de lune, exactement comme dans la vision, exactement comme il y a 1000 ans. Antoine sentit ses jambes flancher. Il s'agrippa au mur, sa respiration s'accéléra. Son cœur explosait dans sa poitrine. Léa se retourna. Elle vit son expression. « Monsieur, tout va bien ?» Et Antoine fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait en 15 ans. Il pleura.
Il tomba à genoux sur le sol en marbre de sa propre maison. Et il pleura, pas de tristesse, de reconnaissance, de soulagement, de 1000 ans d'attente enfin terminés. Léa fut choquée. Elle s'agenouilla à côté de lui. « Monsieur Dubois, qu'est-ce qui se passe ?» Mais Antoine ne pouvait pas parler. Il ne pouvait que pleurer et la regarder. Regardez la marque lunaire, la preuve, la promesse accomplie. Si vous avez déjà eu l'impression de connaître quelqu'un que vous venez de rencontrer, si vous avez déjà regardé quelqu'un dans les yeux et vu des siècles, vous comprendrez ce qu'Antoine a ressenti à ce moment-là, parce que certaines connexions ne peuvent pas être expliquées, seulement ressenties, seulement vécues, seulement acceptées. Mais accepter n'est pas facile, surtout quand votre esprit rationnel crie que c'est impossible, surtout quand vous êtes un homme d'affaires, de logique, de chiffres, de faits. Antoine se releva du sol, essuya ses larmes, respira profondément et regarda Léa qui était terrifiée, sans rien comprendre. « Excusez-moi, dit-il, la voix tremblante. J'ai eu une journée difficile. Ce n'est rien. Continuez votre travail. » Il se retourna, monta les escaliers, s'enferma dans son bureau et y resta pendant des heures, essayant de comprendre, essayant de rationaliser, essayant de trouver une explication logique à ce qu'il avait vu, à ce qu'il avait ressenti. Coïncidence. La marque lunaire est une coïncidence. Des millions de personnes ont des marques de naissance. La forme de croissant de lune n'est pas si rare. Les visions sous hypnose sont le produit du subconscient. Tu l'as vu il y a 3 semaines. Ton cerveau a créé un fantasme. Rien de plus. Mais la voix profonde à l'intérieur de lui disait « Tu te mens à toi-même. Tu connais la vérité. Tu l'as toujours su. » Antoine ne sortit pas de son bureau pendant 2 jours. Il travailla, mangea peu, dormit moins, évita complètement Léa. Envoya des ordres par message à son assistant. « Ne descends pas. Je ne veux voir personne. » L'assistant trouva cela étrange, mais il obéit. Léa trouva cela étrange aussi. Que s'était-il passé ce jour-là? Pourquoi son patron avait-il pleuré en voyant ses cheveux lâchés? Pourquoi lui avait-il demandé de se retourner? Que cherchait-il? Et pourquoi, depuis ce jour-là, n'arrivait-elle pas à arrêter de penser à lui? Ce n'était pas de l'attraction, ou peut-être que si, mais c'était plus que ça. C'était comme si quelque chose à l'intérieur d'elle reconnaissait quelque chose à l'intérieur de lui. Comme si leurs âmes se criaient l'une à l'autre à travers une barrière que leur corps ne pouvait pas franchir. Elle aussi avait des rêves, depuis qu'elle avait commencé à travailler là. Des rêves avec des châteaux, avec des rois, avec la guerre, avec la mort, et toujours un soldat, jeune, fort, les yeux sombres, qui la regardait comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. Léa se réveillait de ses rêves en pleurant, sans savoir pourquoi. Elle ressentait le manque de quelqu'un qu'elle n'avait jamais connu. Elle ressentait la perte de quelque chose qu'elle n'avait jamais eu. Et maintenant, après ce jour-là, après avoir vu Antoine pleurer, les rêves s'étaient intensifiés. 3 jours après l'incident, Antoine retourna à la clinique du docteur Ramirez. Il avait besoin de réponses, ou au moins de la confirmation qu'il était fou. Fou serait plus facile à accepter que la vérité. « Monsieur Dubois, » dit le docteur Ramirez, « lors de la dernière séance, vous avez eu une réaction très forte. Voulez-vous parler de ce que vous avez vu ?» Antoine hésita, puis raconta tout, le château, l'an 1025, la reine, le soldat, la mort et la marque lunaire. Et ensuite, il révéla l'impossible. La femme de ménage qui travaille chez moi a la même marque lunaire, exactement là où la reine de la vision l'avait, même forme, même endroit. Le docteur Ramirez resta silencieux pendant un moment. Puis dit « Monsieur Dubois, l'hypnose régressive est controversée. Certains croient qu'elle accède à de vraies vies passées. D'autres croient que ce ne sont que des constructions du subconscient. Je ne peux pas dire quelle est la vérité. Mais je peux dire ceci, ce que vous avez vu est significatif pour vous, et votre réaction était authentique. Alors vous pensez que c'est de la folie. Je pense que c'est réel, pour vous. Et c'est ce qui compte.
Mais si c'était plus que ça? Et si c'était une mémoire réelle? Le docteur Ramirez ajusta ses lunettes. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Y retourner, aller plus en profondeur, voir plus de détails, et ensuite enquêter, nom, date, lieu. Si votre vision est une mémoire réelle, il y aura des preuves historiques. Antoine acquiesça. Nous allons faire ça. Aujourd'hui, maintenant. La deuxième séance d'hypnose commença. Antoine se détendit plus vite cette fois, s'enfonça plus profondément. Et quand le docteur Ramirez dit « Retournez au château, retournez à la reine, dites-moi son nom », Antoine vit. Il vit le trône, il vit la femme, et il entendit. Il entendit ce que les gens l'appelaient « Reine Léa de Castille ». Sur la chaise, Antoine murmura « Léa, Reine Léa de Castille ». Le docteur Ramirez nota « Quand? Quelle année? 1025. Péninsule ibérique. Royaume de Castille ». Le docteur Ramirez nota davantage, continua à poser des questions. Antoine répondait, des détails affluaient. Nom du conseiller traître, nom du château, bataille, alliance, des choses qu'Antoine n'avait jamais étudiées, jamais lues, mais qu'il savait parce qu'il les avait vécues. La séance dura 2 heures. Quand Antoine se réveilla, il était épuisé, mais il était aussi déterminé. « Je dois enquêter, dit-il. Je dois savoir si c'est réel. » Le docteur Ramirez lui tendit ses notes. « Utilisez ça, recherchez des documents historiques, des bibliothèques, des musées. Si ce que vous avez vu est réel, il y aura des preuves. » Antoine quitta la clinique avec une mission. Il se rendit directement à la Bibliothèque nationale de France. Section d'histoire médiévale. Péninsule ibérique, 11e siècle. Cela prit 3 heures. Mais il trouva documents historiques. Année 1025. Royaume de Castille. Reine Léa, 23 ans. Morte le 15 octobre de 1025. Cause empoisonnement. Ce jour-là, un soldat mourut également. Nom, Antoine. Garde royale. 28 ans. Mort en défendant la reine contre des assassins. Même jour, même nom. Exactement comme dans la vision. Antoine s'assit sur la chaise de la bibliothèque, les mains tremblantes, regardant le document ancien numérisé. Ce n'était pas un fantasme, ce n'était pas de l'imagination. C'était réel, c'est arrivé, il y a 1000 ans, et elle était vivante de nouveau. Léa était vivante et travaillait dans sa maison. Que feriez-vous à ce moment-là, si vous découvriez que quelqu'un que vous connaissez est la réincarnation de quelqu'un que vous avez aimé il y a 1000 ans? Le diriez-vous? Vous tairiez-vous? Vous enfuiriez-vous? Dites-le en commentaire. Antoine rentra chez lui en état de choc. Il ne savait pas quoi faire. Le dire à Léa? Elle penserait qu'il était fou. Elle pourrait partir, disparaître de sa vie. Et Antoine réalisa quelque chose de terrifiant. L'idée de la perdre à nouveau, même maintenant, même juste comme employé, était insurmontable. Mais il devait faire quelque chose. Il devait en savoir plus. Il devait comprendre. Il rentra chez lui. Léa était dans la cuisine, préparant le dîner. Quand elle le vit entrer, elle sourit. « Bonsoir, monsieur. Le dîner sera prêt dans 21 minutes. » Antoine l'observa. Il observa comment elle se mouvait, comment elle coupait les légumes, comment elle assaisonnait la nourriture. Et puis, il vit quelque chose qui arrêta son cœur. Elle fredonnait, doucement, une mélodie ancienne, médiévale, en latin. « Comment connais-tu cette chanson ?» demanda-t-il abruptement. Léa s'arrêta. Elle le regarda. « Quelle chanson? Celle que tu chantais? Je ne sais pas. C'est juste venu. Je ne sais même pas d'où. C'est dans ma tête depuis que je suis enfant. » Antoine se figea. Cette chanson datait du XIe siècle. Elle était chantée dans les châteaux médiévaux. Il l'avait entendue dans une vision. Et elle le savait, sans jamais l'avoir apprise. Encore une preuve, encore une preuve. « Tu sais lire le latin ?» demanda-t-il. « Non, monsieur, j'ai juste fini le lycée. »« Pourquoi ?» Antoine ne répondit pas. Il dit juste « Rien. » Continue. Et il sortit.
Il alla dans son bureau. Il rechercha la musique. Il la trouva. Cantique médiéval castillan, année 980. Paroles en latin. Sur l'amour interdit entre une reine et un soldat. Sur EX. Comment l'EA savait-elle? Comment pouvait-elle savoir sans jamais l'avoir appris? La seule explication était la mémoire d'une vie passée, gravée si profondément qu'elle avait traversé 1000 ans. Antoine passa la nuit à faire des recherches. Chaque détail de la vision, chaque nom, chaque date, tout se confirmait. Royaume de Castille, reine Catalina, soldat Alejandro, mort le 15 octobre 1025, conseiller traître, empoisonnement, tout réel, tout documenté. Mais il y avait quelque chose de plus, quelque chose que les registres ne mentionnaient pas, mais qu'Antoine avait vu dans la vision. La reine était enceinte quand elle est morte. Enceinte du soldat, ils l'ont cachée. Personne ne le savait, excepté EX. Et maintenant, 1000 ans plus tard, Léa avait un fils, Baptiste, 4 ans, père inconnu. Elle l'élevait seule, travaillait 2 emplois pour le faire vivre. Antoine ne dormit pas cette nuit-là, pas à cause de l'insomnie, mais par décision. Il avait besoin d'en savoir plus. Il avait besoin de confirmer. Le lendemain matin, il fit quelque chose de risqué. Il demanda à parler à Léa. Formellement, dans son bureau, elle monta, nerveuse, pensant qu'elle allait être licenciée. Elle s'assit sur la chaise en face de son bureau. « Léa, » commença Antoine, « j'ai besoin de te poser quelques questions. Personnelles, tu peux refuser. Mais j'ai besoin de savoir. » Elle acquiesça. « D'accord, monsieur. Ton fils, Baptiste. Où est son père ?» Léa baissa les yeux. « Je ne sais pas, monsieur. Il m'a quitté quand il a découvert que j'étais enceinte. Je ne l'ai plus jamais revu. » Antoine sentit quelque chose d'étrange, de la colère envers un homme qu'il ne connaissait pas, qui avait abandonné Léa, qui l'avait laissée seule, comme 1000 ans auparavant, quand elle était morte et l'avait laissée seule. « As-tu des rêves étranges ?» demanda-t-il soudainement. Léa leva les yeux, surprise. « Comment ça? Des rêves, avec des châteaux, des rois, la guerre. » Léa pâlit. « Comment? Et comment savez-vous ça ?» Antoine se pencha en avant. « Parce que j'en ai aussi. Depuis que tu es arrivé ici, les rêves ont changé. Ils sont devenus plus clairs. Et je te vois dedans. » Léa trembla. « Je vous vois aussi. Un soldat. Toujours le même. Il me protège. Il m'aime. Et il meurt. Chaque nuit, je le vois mourir. Et je me réveille en pleurant. » Tous deux restèrent silencieux, se regardant l'un l'autre. Et à ce moment-là, la barrière entre la raison et la vérité commença à tomber. « Crois-tu à la réincarnation ?» demanda Antoine. Léa réfléchit, puis dit « Ma grand-mère y croyait. Elle disait que certaines âmes se rencontrent dans plusieurs vies, que l'amour véritable transcende le temps. J'ai toujours trouvé ça beau, mais je ne savais pas si c'était réel. Et si c'était réel, et si nous nous connaissions déjà avant ?» Léa le regarda. Elle le regarda dans les yeux, et elle vit. Elle vit le soldat, elle vit l'amour, elle vit la mort, elle vit tout. « J'ai l'impression de vous connaître depuis toujours, » murmura-t-elle. « Depuis que je suis entrée dans cette maison, je l'ai senti, mais je pensais que j'étais folle. »« Moi aussi, » dit Antoine, « mais maintenant, j'ai des preuves, et j'ai besoin de te les montrer. » Il tourna son ordinateur portable, montra les registres historiques. Reine Catalina de Castille, soldat Alejandro. 1025, 15 octobre, mort le même jour. Léa lut, relut, et des larmes coulèrent sur son visage. Ce sont nos noms. Oui, même date. Oui, et la reine, elle avait un grain de beauté, ici. Il pointa sa nuque, forme de croissant de lune. Tu as le même. Léa porta sa main à sa nuque. Je l'ai toujours eu, depuis que je suis née. Ma grand-mère disait que c'était une marque d'âme ancienne, que j'avais vécue avant. Antoine respira profondément. J'ai fait de l'hypnose, j'ai tout vu, j'ai vu comment nous étions, comment nous nous aimions, comment nous sommes morts, et je t'ai vu faire une promesse. Tu as dit que tu me retrouverais dans chaque vie, que je reconnaîtrais ta marque, et que nous serions heureux cette fois-ci. Léa sanglota.
Je me souviens, dans la vision, je me souviens avoir dit ça. Je me souviens mourir dans tes bras. Je me souviens de tout. Et alors, cela arriva. Tous deux se levèrent, au même moment, et s'étreignirent, pas comme un patron et une employée, mais comme deux âmes qui avaient attendu 1000 ans pour se retrouver. Ils pleurèrent ensemble, se serrèrent l'un contre l'autre, et pour la première fois de leur vie, ils sentirent qu'ils étaient chez eux, enfin, après 1000 ans, chez eux. Mais la réalité était toujours là. Il était millionnaire, elle était une employée pauvre. La société verrait, jugerait, condamnerait, et il y avait Baptiste, son fils et son entreprise, et 1000 complications. Ils se détachèrent, s'éloignèrent, tous deux réalisant que sentir n'était pas suffisant, que la vie n'est pas un conte de fées, que 1000 ans séparent 1000 réalités. « Je ne sais pas quoi faire avec ça », dit Antoine, la voix brisée. « Moi non plus », dit Léa. Mais une chose qu'ils savaient tous les deux, ils ne pouvaient pas ignorer. Ils ne pouvaient pas faire semblant. La vérité était là, entre eux, impossible, inexplicable. Mais la vérité